Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Lebeun de Chemin. On va parler de la réinvention de l'expérience voyage en France avec Chemin. Donc bonjour Alexandre. Bonjour Mélanie. Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous déjà et votre parcours? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandre Lebeun. En fait, je fais de ma passion pour le voyage mon métier depuis 25 ans. J'ai d'abord travaillé comme guide de trek en Himalaya, en Afrique, au Sahara notamment. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme chef de produit dans le voyage d'aventure. Mon camp de base était à ce moment-là à Paris, mais j'étais souvent sur le terrain en Asie, particulièrement en Asie et en Himalaya. Et puis depuis 17 ans, je travaille comme entrepreneur dans le voyage en Asie. J'ai d'abord vécu 10 ans à Delhi en Inde et puis 5 ans à Bali en Indonésie. J'y ai créé Shanti Travel en 2005, d'abord en Inde et puis ensuite on a créé des bureaux dans différents pays d'Asie. J'ai aussi parallèlement co-créé Vintage Rides et puis on a aussi monté un hôtel au Ladakh en Himalaya indien, une vieille bâtisse, un palais en fait qui tombait en ruine et qu'on a rénové et qu'on a ouvert comme un mélange d'hôtel, de boutique hôtel heritage. Ça c'était en 2012. Et en fait, durant toutes ces années, j'ai cherché l'altérité, je dirais, loin de chez moi, donc en Asie. Et puis, plus récemment, il y a 2 événements qui m'ont vraiment transformé, qui ont en fait modifié ma manière de concevoir le voyage. C'est en 2005, à la naissance de Lamo, ma fille. J'ai pris conscience du désastre en fait écologique de notre planète. Je le savais, je le lisais, mais je le ressentais pas en fait avant la naissance de ma fille. Et puis aussi de la responsabilité que nous on avait humains dans ce chaos. Et puis ensuite, l'année d'après, en 2016, j'ai pédalé pour la première fois sur un vélo électrique. C'était dans les Alpes et ça a été un vrai coup de foudre pour l'itinérance à vélo parce que le vélo musculaire en pleine montagne, moi je suis pas assez costaud pour en profiter pleinement. Et puis là, avec l'avantage de l'électrique, c'est qu'on pédale, c'est quand même physique, mais c'est quand même plus facile. Et puis de ce coup de foudre pour le vélo électrique, on s'est dit qu'on avait envie de tester, pas seulement sur 1 ou 2 jours, et donc on est allé avec ma femme Tenzin et notre fille Lamo, on est allé voyager 1 mois et demi au Rajasthan, en Inde du Nord, durant l'hiver 2019-2020, 1 mois et demi sur les vélos électriques, et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et c'est en fait de cette expérience de voyage qu'a germé l'idée d'une nouvelle aventure entrepreneuriale qui a donné naissance à Chemin, donc la marque que je porte depuis quelques mois, avec en fait pour fil rouge de créer des voyages itinérants en mode slow et de démontrer en fait que l'altérité, l'exotisme, le dépaysement, le ressourcement existent en fait à 2 pas de chez soi, avec un impact positif à la fois pour le voyageur, mais aussi pour le territoire visité et pour la planète. Donc voilà, je me suis installé en France en mars 2020 avec ma famille, et puis je me suis plongé en fait dans l'univers du vélo que je connaissais peu, et dans la découverte de notre nouvelle région, de notre nouveau territoire qui est la Drôme-Ardèche. Et puis au bout de quelques mois, en fait, de recherche, de travail, j'ai eu la conviction que Chemin
avait un vrai potentiel de développement. Donc j'ai créé la boîte, je me suis associé avec Étienne quelques mois après et on a lancé la marque en juillet dernier. Ok, donc on voit que le chemin en fait a été finalement c'est pas venu comme ça. Il y a eu quand même beaucoup de choses entre la création de la marque et votre histoire finalement personnelle. Et c'est très intéressant de voir que vous êtes parti de l'étranger finalement, puisque c'est votre background, pour en venir en fait à dupliquer ce que vous avez vécu dans un pays étranger ici sur le territoire français. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et très complet du coup par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui en France justement. Ouais, absolument. Bah, le outdoor, la manière la manière douce de voyager, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, j'ai toujours eu. Enfin, ça a toujours été ma manière de voyager, même avec mes parents quand j'étais petit. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à aller loin. Et puis moi, j'avais envie de sortir de la Bretagne, des Hautes-Alpes. Quand j'étais plus jeune. Et puis, finalement, après 15 ans de vie là-bas, et puis ça faisait 10 ans déjà, donc c'est plutôt 25 ans de voyage, puis de vie en Asie, qui au départ était hyper exotique. Et ben en fait, on a aussi voulu rechercher de nouveau de l'exotisme, et on l'a trouvé en France, en fait. Ok. Donc la genèse, on voit qu'il y a quand même pas mal d'années de vie finalement qui arrivent à ce projet-là. En fait, du coup, on aurait pu aussi vous interviewer sur vos autres projets qui sont absolument passionnants par ailleurs. Mais du coup, on va rester sur chemin aujourd'hui. Sur chemin, nous, ce qu'on a vu, et en fait, c'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir. On a vu 4 sujets qui nous paraissent innovants et à la fois déjà présents. C'est l'expérience en France parce que on a eu aussi la Covid et que on redécouvre nos territoires proches, et pour toutes les raisons que vous avez citées sur la partie écologique et durabilité. Une autre tendance dont on parle pas mal, c'est la tendance du staycation, qui est le fait de rester pour stay et vacation, vacances, à côté de chez soi pour voyager et pas aller très très loin. Le côté micro-aventure, qui est le fait de faire des activités un peu sportives, et le vélo est quand même une grosse tendance de ce que les gens aiment faire, que ce soit des passionnés de vélo qui vont aller faire du VTT ou des familles. Et la dernière tendance, du coup, dont vous avez parlé, finalement, le slow travel, qui est une autre manière de voyager et de profiter sur des temps longs et pas toujours courir, finalement, donc qui change un petit peu de notre vie actuelle, qui est parfois mouvementée. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a plein de questions là-dessus, donc on va attaquer les questions. Avec plaisir. Mais en tout cas, c'est 4 points, ces 4 gros points qu'on va aborder, qui sont des tendances fortes du marché, et ce pourquoi pour nous chemin nous a paru hyper intéressant d'aborder avec vous. Voilà. Alors, la première question, c'est quelles sont les difficultés et atouts du marché France, et est-ce que c'est complexe de vendre la France, puisque du coup vous avez commencé par l'Asie, et donc c'est une autre façon certainement de vendre du voyage, de vendre de l'outgoing, ou que de vendre de la France. Disons que, donc comme vous l'avez bien expliqué, pour moi vendre la France c'est vraiment nouveau. Et ça me réjouit beaucoup au fur et à mesure de mes repérages, en fait, de redécouvrir mon pays. Alors pour moi c'est particulièrement exotique parce que comme on l'a rappelé, je vis en France de nouveau seulement depuis 3 ans, mais je pense que ça peut être clairement exotique aussi pour des voyageurs qui vivent en France depuis toujours. Mais pour ça, il faut quelques ingrédients qui me paraissent indispensables, et c'est ceux que vous avez énumérés. Cette manière différente de voyager,
la micro-aventure, le slow travel. Je pense qu'il faut prendre le temps pour explorer vraiment un territoire en mode slow, pour vraiment ressentir en fait la richesse à la fois culturelle et naturelle d'un territoire. Et moi, à chaque fois que je suis en repérage à vélo, je me rends compte à quel point notre pays est divers, à quel point il est riche, et à quel point, au sens culturel du terme, au sens naturel du terme. Et puis, ce qui est génial en France, c'est il y a un maillage en fait territorial, à la fois grâce au train, mais aussi grâce aux petites routes, aux GR, aux pistes créées par les agriculteurs, qui fait que c'est assez facile d'y voyager et de découvrir le pays sans avoir besoin de prendre l'autoroute ou de prendre les nationales, quoi. Donc le slow travel, pour vous, c'est ça qui a le vent en poupe, et c'est quelque chose qui séduit vos clients dans l'approche? Ouais, alors absolument. Nous, de toute manière, on a pris ce segment. Moi, si vous voulez, j'ai jamais entrepris. Enfin, ma seule manière d'entreprendre, c'est déjà de commencer par moi ce que j'aime et de voir ensuite comment on va pouvoir le rendre comment dire, chouette, désirable pour différentes typologies de voyageurs. D'accord. Mais d'où clairement notre créneau, c'est qu'on crée des voyages itinérants ressourçants pour redécouvrir la France à vélo cargo électrique en fait, mais aussi en méhari électrique, de façon slow, pour aller à la rencontre à la fois de soi-même, de ses proches, si on voyage avec sa famille ou ses amis, avec les habitants du territoire et évidemment avec la nature. Donc pour nous, on est clairement sur le segment du voyage régénératif, à impact positif à la fois pour le voyageur, le territoire et la planète. Et c'est tout nouveau, hein, mais on sent effectivement un vrai engouement pour ce type de voyage. Et puis comme on n'est pas les seuls à le proposer depuis quelques années, on voit aussi des startups qui sont plus mûres que les nôtres, qui sont en croissance, donc c'est très positif. Mais je dirais que d'un point de vue global, vendre la France, il y a énormément d'atouts qui sont à la fois géographiques. On a la mer, on a la campagne, on a la montagne. La variété. On peut voyager finalement toute l'année. Mais c'est aussi des atouts qui sont culturels, avec une agriculture qui est extraordinairement développée, qui est en train d'évoluer, c'est tant mieux. Et puis un artisanat aussi qui est très diversifié et qui est ultra qualitatif. Donc on a aussi effectivement les atouts du rail, des routes, etc. Par contre, on a quand même des challenges, en tout cas pour nous, qui sommes sur du voyage itinérant en mode slow. Le fait qu'on soit sur du voyage itinérant, ça a pour conséquence de ne passer qu'une, voire 2 nuits sur chaque lieu. Et ça, c'est compliqué en France, de trouver finalement des lieux d'hébergement qui soient à la fois charmants et qui acceptent les voyageurs, enfin des réservations à la nuitée. Ce qu'on peut comprendre, hein. Enfin moi, ayant été hôtelier, c'est un message pour les hôteliers de la Drôme. Oui, en partie. Et à la fois, c'est une problématique qui est très compliquée, qui est sans doute la plus grande problématique actuelle pour Chemin en termes de logistique. C'est qu'effectivement, j'ai été hôtelier et accueillir des voyageurs seulement pour une nuit, c'est à la fois assez frustrant parce qu'on passe peu de temps avec eux et on échange finalement pas tant que ça. Et en plus, ça génère du travail, plus de travail. Après, nous, on arrive, on est sur du voyage slow, on n'est pas sur du voyage dépassement de soi. Donc, on arrive assez tôt à l'étape, on repart pas à 8h du mat. Et donc, on a le temps de rencontrer nos hôtes. Le deuxième challenge qu'on voit très clairement, il est économique. C'est qu'on vend des voyages
en France à des Français, ou en tout cas à des habitants de la France. Et donc, c'est pour l'instant la moyenne de nos séjours, de nos voyages, de nos voyages itinérants, elle est de 4 jours. Et donc ça impacte le panier moyen, finalement, ce que vont dépenser les voyageurs, qui est un panier moyen assez faible, en raison justement de la courte durée des voyages, sachant qu'on propose des voyages individuels en loisirs, des voyages individuels, donc un couple, une famille, un petit groupe d'amis, et ces voyages sont sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de la typologie, les attentes des voyageurs, on va leur proposer des types d'hébergement qui leur conviennent et des activités, des rencontres en fait avec les habitants du territoire qui collent à leurs attentes. Donc ça, c'est un travail finalement d'élaboration, de création de voyages qui est assez chronophage, qui est assez long, pour finalement assez peu de rémunération. Et donc c'est difficile de trouver un business model qui soit pérenne avec uniquement ce segment en fait loisir sur mesure individuelle. Et c'est la raison pour laquelle on travaille pas seulement sur le segment loisir, mais aussi sur le segment corporate, MICE. Et en fait, en ce moment, on a vraiment de la chance sur ce segment MICE parce que en fait, le monde de l'entreprise, il évolue assez rapidement ces dernières années pour ce qui concerne en fait le bilan RSE. Et ça joue en notre faveur parce que aujourd'hui, c'est quand même compliqué en termes de bilan RSE de proposer des séminaires ou des voyages team building de 3 jours en Turquie, au Maroc ou en Tunisie parce qu'il faut prendre l'avion. Oui, et puis en plus, aujourd'hui, c'est même critiqué, donc c'est un risque pour les entreprises. Et en même Absolument. temps, le fait de réunir les collaborateurs qui sont parfois à distance, etc., ça fait partie des sujets que nous, on veut aborder aussi sur les Sherlocks. Le changement de façon de travailler va impacter aussi nos besoins. Et finalement, l'événementiel, on va revenir dans le voyage, mais peut-être par de l'événementiel. Bon, peut-être moins de voyages d'affaires, mais par contre, réunir les équipes, ça va être des choses assez importantes à l'avenir. Ouais, absolument. Donc, absolument. C'est ça, c'est qu'on constate vraiment un recentrage de l'activité incentive, on va dire, sur la France. Et donc, nous, on répond à ce recentrage en organisant des événements pour les entreprises qui sont centrés, en fait, sur le monde durable et sur la transition écologique, avec la rencontre avec des acteurs de la transition qui sont ces acteurs de la transition. C'est à la fois dans le domaine agricole, mais pas seulement. C'est aussi sur les énergies renouvelables, sur la low-tech, etc. Et donc, à la fois, on va rencontrer des porteurs de projets locaux sur le territoire qui vont nous expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quel est l'objectif, quelle est leur vision, quelles sont aussi leurs problématiques et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et en parallèle, on fait aussi intervenir des experts qui sont pas forcément du territoire d'ailleurs, sur le climat, sur la biodiversité, sur le permasinking par exemple aussi, sur le circuit court, sur la gestion des déchets, etc. Pour en fait vraiment donner du sens à ces événements, en fait dans le but de voir le monde de l'entreprise changer clairement de logiciel. Et donc c'est pour nous un segment qui est vraiment important, à la fois pour le côté impact positif qu'il crée, mais aussi pour chemin d'un point de vue économique. Alors, je vais revenir là-dessus. Je vous embêtais sur la partie économique. Par rapport au staycation, est-ce que c'est une clientèle que vous avez ou finalement, par rapport est-ce que la tarification est compliquée? Est-ce que les gens de la Drôme ou de l'Ardèche sont une grosse partie de vos clients ou ça va être plutôt des Parisiens qui vont avoir un budget moyen un peu plus élevé et en même temps voilà, pourquoi choisir chemin? Donc là, il y a la durabilité, le dépaysement sans stress. Est-ce que finalement le budget c'est aussi cher, moins cher? On a bien compris qu'il y avait un vrai travail de sur-mesure, donc finalement qui mérite une tarification qui soit en concordance avec le niveau de service que vous amenez. Après, est-ce que c'est bien compris par les personnes?
Et, et ouais, est-ce que votre clientèle finalement elle vient de plus loin et est-ce que vous faites une différenciation aussi en fonction de ces clientèles? Alors, on a pour l'instant, mais on vient de commencer, ce qu'on constate, c'est qu'on a en majorité une clientèle qui vient de Lyon, de Paris, et dans une moindre mesure d'Aix-Marseille, mais qui n'est jamais qu'à 2h40 au plus long de notre camp de base qui est situé à Montélimar. Là, je parle du TGV, bien sûr. Le Paris-Montélimar, il est à 2h45 de trajet, et c'est bien évidemment beaucoup plus court pour Lyon et plus court pour Aix-Marseille. Donc là, c'est la majorité pour l'instant ce sont les provenances maximum en termes de voyageurs pour chemin. Mais on voit aussi, on a aussi des voyageurs qui viennent, alors pas trop de Dromardèche, excepté un petit peu à Valence, mais d'Isère, de Grenoble, du Vaucluse, Avignon, de Montpellier aussi, de Nîmes-Montpellier, de Saint-Étienne. Donc on a quand même une clientèle qui est régionale, on va dire, parce que nous on est sur le côté Auvergne-Rhône-Alpes, mais tout proche de PACA. Donc on est et donc on a une clientèle qui est je dirais à 40%, qui vient de moins de 200 km, quoi. Et c'est plutôt CSP+, j'imagine, ou enfin quand même avec un niveau de vie un peu plus... Alors ouais, sur le loisir, on est plutôt sur une clientèle pour l'instant CSP+, avec des revenus assez hauts, mais c'est pas toujours le cas. On a aussi des voyageurs qui ont un événement à fêter, événement de mariage, un anniversaire, 40, 50, 60, 70 ans, et qui donc n'ont pas spécialement un gros pouvoir d'achat, mais veulent vraiment marquer le coup, et donc vont voyager avec chemin. D'accord. Mais sur des durées assez courtes. Et puis par contre, donc là on sent sur une part, je dirais sur la classe moyenne, on sent très clairement que le budget est une vraie problématique. Les personnes habitant Paris, Lyon, Aix-Marseille, qui nous font des demandes de voyage ont généralement un pouvoir d'achat plus important que sur des plus petites villes moyennes comme Valence, Avignon ou Nîmes. C'est ça. Et par contre, la problématique du budget est quand même moins forte du côté des entreprises, ce qui est assez logique finalement, puisque on enlève le billet d'avion, puisqu'ils étaient souvent habitués à partir à l'étranger. Ils se retrouvent finalement avec des mêmes budgets, mais sans avoir à prendre l'avion, et donc ça nécessite de prendre le TGV, mais qui reste quand même, quand on book longtemps à l'avance, moins onéreux que de prendre l'avion. Et puis on trouve ça aussi très stimulant d'être sur ces deux segments, parce que ça peut être assez redondant finalement d'être uniquement sur un segment. Et on trouve aussi que travailler sur du corporate, donc des groupes en séminaire ou en team building, ça a aussi un impact qui est vraiment important. Ça a un impact plus fort sur les changements de logiciels, parce on a plus de budget, évidemment, parce que c'est divisé par 30, 20, 40 personnes, que sur des individuels, pour faire intervenir des experts qui vont vraiment avoir une grande valeur ajoutée sur le voyage. Et puis ça nous permet aussi indirectement de toucher des cadres qui viennent pour la première fois avec leur entreprise, mais qui auront certainement envie de revenir avec leur famille ou avec leurs amis en voyage loisir. Alors on va passer sur la partie pro et sur la vie locale, puisque du coup c'est un gros point que Chemin embarque. Du coup, au niveau local, vous avez des partenaires. Donc voilà, si vous pouvez nous en parler. Pour eux,
comment, j'imagine que l'accueil est hyper fort, puisque vous avez une implication assez forte dans la vie locale. Ça leur permet probablement un lissage des revenus toute l'année et peut-être de maintenir l'emploi. Voilà. Est-ce que comment vos partenaires travaillent avec vous et quel est votre relationnel avec la vie locale? Voilà. Ok. En fait, ce qu'on propose aux voyageurs loisirs, c'est 2 formes de rencontres. Il y a d'abord une forme de rencontre qui est très libre, puisque en fait, les voyageurs voyagent en liberté grâce à notre application mobile. Donc ils y ont accès sans forcément d'ailleurs être connectés à la 4G. Ils suivent un itinéraire qu'on a élaboré puisqu'on est allé en repérage, repérer ces petites routes, ces chemins carrossables utilisés principalement par les agriculteurs. Et donc, on leur propose de suivre cet itinéraire qui va vraiment valoriser le territoire parce qu'il y a très peu de véhicules, même en été. Ce sont que les locaux qui empruntent ces petites routes et ces chemins carrossables. Et on passe évidemment par de nombreux villages. Et sur cet itinéraire, en fait, sont répertoriés des points qui sont liés donc qui sont situés chez des partenaires. Alors, ce sont souvent des partenaires qui sont agriculteurs ou artisans, parfois artistes. Et donc, on crée là, grâce à ces points, des rencontres pour en fait du circuit court. Donc on a une petite fiche présentation sur chaque point de chaque partenaire, une fiche pratique, mais aussi une fiche descriptive de la spécialité du partenaire. Donc ça peut être des maraîchers, ça peut être des producteurs d'huile d'olive ou d'olive, de fromage bien sûr, éventuellement de charcuterie, de vin. Ou de miel, on travaille pas mal avec des apiculteurs aussi. Et puis après, c'est des adresses de bistrots de pays, de petites boutiques locales. On a de plus en plus en fait de boutiques associatives sur nos territoires qui regroupent différents producteurs dans les villages. Donc ça, c'est une manière d'aller à la rencontre des voyageurs, des locaux en fait, qui font vraiment le territoire. Et puis on a une deuxième, on propose aussi, indépendamment de ces circuits courts, d'aller à la rencontre des habitants du territoire. Mais là, c'est une expérience, une rencontre qui est rémunérée pour les hôtes, évidemment sans obligation d'achat à la fin de l'expérience. Et ces expériences consistent en des dégustations plus et des ateliers créatifs. Donc par exemple, on va aller, je pense par exemple à l'essentiel de lavande, qui est un domaine de lavande, où on va aller pique-niquer au milieu des champs de lavande. On a la possibilité, et bien sûr, on va aller visiter le laboratoire de transformation en fait de lavande en huile essentielle et d'autres produits comme ça transformés en bio. Mais c'est vrai aussi, par exemple, on va avec Céline, on va aller cueillir des plantes sauvages qu'on va ramener chez elle. On va apprendre à cuisiner avec des plantes qu'on a ramassées dans la nature, et ensuite on va partager un repas avec elle. Et puis voilà. Et donc ça, c'est des expériences qui vont durer de 1 heure à 2 heures, ça dépend en fonction des expériences en fait, et en fonction aussi de l'intérêt des voyageurs pour cette expérience. Et en fait, ce qui nous donne énormément de satisfaction, c'est que les retours d'expérience des voyageurs, la première chose qu'ils nous disent de positif, c'est pas la super qualité de notre matériel qui est là, mais ça c'est factuel, ou les lieux d'hébergement qui étaient vraiment charmants, etc. Ils nous parlent à chaque fois des rencontres qu'ils ont fait
au cours de leur voyage. Et ça, c'est une vraie satisfaction parce que c'est vraiment la valeur ajoutée de chemin qu'on veut mettre devant tout le reste, en fait, devant la qualité de l'hébergement et la qualité de notre matériel qui est clairement là, hein, mais voilà. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et en fait, si vous voulez, les hôtes, les habitants du territoire qui sont nos partenaires, ils sont très heureux de ces partenariats. D'abord parce que dans le cahier des charges, on travaille quasi exclusivement avec des hôtes qui sont, en tout cas pour les agriculteurs, qui sont en biodynamie, en permaculture. Et donc c'est vraiment un choix qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui sont passionnés. C'est une collaboration win-win. Nous, ça nous apporte une vraie valeur ajoutée. Les voyageurs sont très heureux parce qu'ils passent un très bon moment, ils rencontrent des gens passionnants, ils apprennent des choses aussi, mais sans que ce soit académique. Et puis les hôtes, c'est intéressant aussi pour les hôtes parce que d'une part, comme vous l'avez dit, ils partagent leur passion, et d'autre part, ça leur permet aussi, parce qu'ils vivent parfois dans des situations qui sont compliquées en termes monétaires, et ça leur permet effectivement, et surtout quand il y a une sécheresse ou quand il y a trop de pluie, etc. Donc ça leur permet d'avoir une nouvelle source de revenus qui est intéressante, à la fois parce qu'ils sont rémunérés pour accueillir les voyageurs, mais aussi parce que même s'il n'y a pas obligation d'achat, à chaque fois, les voyageurs repartent avec 1 kilo de miel ou avec une évidence, même les gens de vin, etc. ça c'est sûr. Et au-delà de ça, quasiment tous nos partenaires ont une page Facebook ou Insta, et quasiment à chaque fois, les voyageurs vont se loguer sur leur Insta ou sur leur Facebook et vont leur faire d'autres commandes, en fait, une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Sur les prochaines questions, on va parler du coup du transport. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. On a vu que vous étiez du coup sur la partie expérience forcément à fond dans la durabilité, puisqu'on a le côté social à la rencontre des gens, on a le côté économique avec l'apport économique au tissu local, et on a le côté écologique avec le solo travel. On présentera d'ailleurs, je voulais tout à l'heure le dire, on montrera ce que c'est une méhari peut-être et un vélo cargo, parce que je pense que ça parle pas à tout le monde. Donc on mettra peut-être des images de à quoi ça ressemble. Ok, génial. Et du coup, sur le transport, alors on voit que le transport est slow à destination. Est-ce que vous intégrez aussi le transport depuis le domicile des personnes qui se rendent jusqu'en Drôme? Est-ce que de manière générale, ils prennent le TGV ou par eux-mêmes, viennent en voiture? Comment est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez vous, ou vous êtes concentré seulement sur le transport au niveau de la destination? Non, alors absolument, le choix, en fait, du camp de base à Montélimar, il est clairement parce que Montélimar se trouve en fait au centre au centre névralgique des territoires sur lesquels on propose des voyages, qui sont la Drôme, l'Ardèche et le Haut-Vaucluse. Donc c'est finalement Montélimar au carrefour des Alpes, parce que pas loin du Vercors, d'Iwa, de la Provence, parce que en fait, en Drôme provençale est tout près du Haut-Vaucluse, et de l'Ardèche méridionale, et finalement aussi au carrefour du Massif central, parce que on n'est pas loin finalement des monts d'Ardèche, qui sont l'extrême est, on va dire, est-sud-est du Massif central. Donc ça, c'est un choix stratégique, mais qui comporte un deuxième volet qui pour nous est ultra important. C'est qu'effectivement Montélimar est desservi par le TGV et par le TER au départ de Paris, de Lyon, de Montpellier, d'Aix-Marseille ou encore de Grenoble. Donc ça, c'est super important. Pour autant, nous, on s'occupe pas, en tout cas pour les voyages loisirs, on s'occupe pas de l'acheminement, sauf demande spécifique, parce qu'on considère en fait que
réserver un billet de train en ligne, c'est simple. Par contre, on le propose à la demande, encore une fois, pour des voyages incentives, séminaires. Mais quoi qu'il en soit, on insiste toujours au téléphone et sur les programmes détaillés qu'on envoie et sur les documents en fait de communication. On insiste vraiment sur le fait qu'il est facile de rejoindre Montélimar en train. Et force est de constater que c'est l'option en fait que prennent pour l'instant plus de 70% de nos voyageurs. Donc c'est un pari gagné pour nous, le fait d'être positionné sur Montélimar, desservi par le train. On en a déjà parlé, mais je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose pour le côté. Pourquoi vous avez choisi la Drôme pour vous implanter, donc la facilité d'accès au territoire et les atouts, on va dire, géographiques que vous avez cités et votre histoire personnelle, du coup. Mais voilà, si vous voulez rajouter un petit point sur cette question, voilà. C'est vraiment un ensemble de facteurs. C'est d'abord un choix personnel qui en fait s'est ensuite confondu avec un choix professionnel. Alors pourquoi la Drôme et pourquoi de manière plus générale la Drôme Ardèche parce que justement c'est au carrefour des Alpes, de la Provence, du Massif central. Donc ça induit une variété d'univers à la fois géographique et culturel ultra importante. On a le Vercors, donc là on est vraiment dans des lieux alpins de montagne, le Diois qui est déjà plus provençal, les Baronnies qui sont avec des reliefs de moyenne montagne, déjà à caractère vraiment provençal avec les oliviers, les lavandes, etc. Il y a le Val de Drôme qui est hyper intéressant parce que justement c'est le point vraiment je dirais le territoire le plus avancé en France sur la transition écologique. Et puis avec cette rivière magnifique le long de laquelle on peut rouler à vélo avec des pistes vélo, mais aussi sur laquelle on peut pratiquer le canoë-kayak. On a la Drôme provençale avec ses villages perchés et le Haut-Vaucluse avec les villages perchés extraordinaires. Donc voilà, on a une variété de paysages et de cultures vraiment, vraiment extraordinaires. C'est, comme je le disais tout à l'heure sur le Val de Drôme, c'est aussi un monde en transition, la Drôme Ardèche. Donc ça me tenait à cœur, avec une quantité de projets de transition impressionnante. Il y a même, sur le Val de Drôme, il y a même un label. La Biovallée, ouais. Voilà, ouais. La Biovallée. Donc, on peut peut-être en parler juste deux minutes pour dire ce que c'est. Ouais, la Biovallée est une association en fait qui fédère un grand nombre d'acteurs du territoire qui va en gros de Cré, pas loin de Valence, jusque dans le Haut-Diois, donc tout le long de la vallée de la Drôme. Et ce sont donc se positionnent sur des projets de la transition qui sont des projets qui peuvent être agricoles, des projets au niveau des déchets, des projets au niveau du circuit court, des projets au niveau de la transition énergétique, etc., etc. Donc c'est très large. Et donc cette biovallée permet de mettre en valeur tous ces acteurs du territoire, de les fédérer aussi, mais aussi de créer des projets entre ces différents acteurs et d'amener de l'argent aussi, parce qu'il en faut pour créer des projets plus importants et qui puissent être essaimés sur d'autres territoires ensuite en France et ailleurs en Europe. Ouais, c'est un vrai écosystème qui est un peu qui est un peu en avance sur ce qu'on peut voir ailleurs. Donc c'est hyper intéressant de parler de ça, même si c'est pas forcément connu. C'est intéressant. Et du coup, je vous ai coupé, donc je vous laisse finir sur le... Non, après, d'un point de vue beaucoup plus personnel, nous, on a un potager. Moi, c'était un rêve d'avoir un potager. Et c'est vrai qu'à 1000 mètres d'altitude, chez nous, dans notre petit village perdu,
des baronnies, voilà, c'est le plaisir aussi d'avoir un potager, pas seulement sur une courte période, mais sur 4-5 mois de l'année, grâce au soleil, à des températures qui sont pas trop froides, et puis aussi grâce à l'eau. Et puis enfin, le fait d'être pas loin de l'axe Paris-Lyon-Marseille, en fait, sur la vallée du Rhône, ça permet un accès en train justement à ces grandes mégalopoles que sont Paris, Lyon, Aix-Marseille, qui sont importantes pour nous parce que c'est là, comme on le disait tout à l'heure, qu'une partie de nos voyageurs résident, donc c'est important d'aller les rencontrer. On va parler maintenant des évolutions. Concrètement, notre objectif dans les années qui viennent, c'est de créer des nouveaux camps de base. Pour l'instant, on a un camp de base à Montélimar, ce qui finalement nous oblige, quand on est voyageur, à faire des boucles. Montélimar. Il y a de quoi faire, hein. Mais on aimerait bien aussi proposer des traversées, en fait. Et c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez votre vélo à Valence, vous passez par le Vercors, puis le Diois, puis les Baronnies, puis le Haut-Vaucluse, et puis vous rendez votre vélo une semaine plus tard à Avignon. Ou alors vous prenez votre vélo à Avignon, vous allez dans les Alpilles, vous allez faire un tour en Camargue et vous rendez votre vélo à Arles, par exemple. Donc cette vallée du Rhône, on aimerait bien que ça devienne avoir créé en fait différents camps de base de manière à proposer des traversées. Mais toujours avec ces camps de base qui sont situés, desservis par le TGV ou slash le TER. Ça permettrait donc à la fois de proposer des traversées et donc avec une diversité en fait de paysages, de cultures potentiellement plus importante que en faisant des boucles. Et puis ça permettrait aussi de fidéliser la clientèle. C'est-à-dire que nous, enfin, je le vois avec l'expérience de Shanty Travel, quand on était uniquement sur l'Inde étant un continent à lui tout seul, mais les voyageurs venaient une fois en Inde, puis une deuxième fois en changeant de région, et éventuellement une troisième fois, quand ils étaient vraiment fous dingues de ce pays, mais ça s'arrêtait là. Et donc lorsqu'on a ouvert le Sri Lanka, puis l'Indonésie, puis le Vietnam, le Népal, etc., on a fidélisé une clientèle qui, au départ, voyageait avec nous en Inde. Là, de la même manière, pour Chemin, on souhaite fidéliser une clientèle qui sera partie une ou deux fois sur la Dromardèche, mais qui probablement, l'année d'après, aura envie de découvrir un nouveau territoire. Et en fait, ça permettra aussi d'élargir notre saisonnalité, c'est-à-dire que en Camargue, par exemple, passer quelques jours en Camargue à vélo au mois de mars ou au mois de novembre, ça pose pas de problème parce qu'il y a des températures qui le permettent, ce qui est évidemment pas le cas dans le Vercors. Et par contre, en juillet-août, faire du vélo sur 3-4 jours en Camargue ou dans les Alpilles, il fait un peu chaud. Donc d'où l'intérêt aussi du Vercors. Voilà, donc c'est essayer d'élargir notre zone géographique de manière à allonger en fait à la fois allonger notre saisonnalité, ce qui est important pour nous d'un point de vue économique, mais aussi de fidéliser la clientèle qui va trouver une plus grande diversité de paysages, de cultures, et là aussi une ouverture sur la saisonnalité. Et puis le train, c'est tellement facile de faire des traversées quand on vient en train. On prend un billet Paris-Valence et puis au retour, on prend un billet Avignon-Paris, quoi. Ou Lyon, ou peu importe. Et même sur l'Occitanie, hein, si on écoute Monsieur Jean Pinard du CRT d'Occitanie, il a développé le Rail Tour, donc du coup, c'est quelque chose qui, j'imagine peut-être qui va être développé aussi sur d'autres territoires. Par les organisations institutionnelles qui jouent aussi un rôle. Faut l'espérer. Et en tout cas, c'est des super idées qui viennent appuyer le fait de voyager dans un territoire par le train et qui sont hyper intéressantes. Et derrière, avec potentiellement justement des activités vélo comme vous proposez, qui viennent prendre la suite finalement du train en n'étant pas trop compliqué, parce que pour les sportifs du dimanche comme moi, c'est pas mal d'avoir une assistance électrique ou une Méhari. Donc ouais, non, c'est intéressant. Et
Alors j'avais une autre question par rapport à votre évolution. Est-ce que au niveau des ventes, vous pensez faire demain des collaborations avec des opérateurs de la food, de l'outdoor ou des nouveaux concepts? Est-ce que ça fait partie ou alors vraiment pour l'instant vous êtes déjà c'est quand même un très très gros challenge de développer géographiquement, donc j'imagine qu'on peut pas tout faire à la fois. Alors ouais, on a vraiment cette problématique-là qui est chronophage, compliquée, de créer des nouveaux camps de base sur de nouvelles zones géographiques. Il va falloir qu'on réponde d'une manière ou d'une autre et on ne sait pas trop comment, mais on a des pistes sur le manque d'hébergement à la nuitée. Les partenariats aussi pour nous sont importants. On a créé déjà un partenariat très fort avec Yuba, notre constructeur de vélos cargo Longtail, donc vélo électrique VTT en fait, qui permet. C'est un vélo extraordinaire. C'est vraiment la Rolls le Yuba Spicy Curry, notre modèle. C'est vraiment la Rolls du vélo cargo dans le monde. Hein. Donc Yuba, c'est une marque française, mais qui est distribuée à la fois en France, en Europe et aux États-Unis, parce que le fondateur Ben a longtemps vécu en Californie. Et c'est d'abord un vélo qui a été pensé en fait en Californie, et notamment pour les surfeurs. Pour qu'ils puissent prendre leur planche de surf. Mais c'est un vélo qui permet à Ben, mais à d'autres personnes, donc le fondateur, mais à d'autres personnes, qui lui habitent au-dessus d'Annecy, d'aller faire du ski avec ses enfants à vélo. Parce qu'on peut mettre les skis et les bâtons dans les racks derrière le vélo et avoir deux enfants derrière la selle, en fait. Donc ce sont des vélos absolument extraordinaires. Et donc on a créé comme ça un partenariat qui est fort avec Yuba, qui nous permet en fait de mutualiser des coûts de communication, de marketing, les stands, etc. Et surtout vraiment de raconter une histoire, parce que sans Yuba et sans ces vélos vraiment vraiment différenciants, ce serait pas la même, on proposerait pas la même expérience. C'est-à-dire que il y a des agences de voyage spécialisées vélo en France, il y en a plusieurs, et qui font du super boulot d'ailleurs, certainement. Mais par contre, elles n'ont pas des vélos Longtail comme les nôtres. Et du coup, pour porter les bagages, ce sont des véhicules thermiques qui portent les bagages. Moi, je trouve que c'est quand même assez antinomique du slow travel, de la mobilité douce. Et donc pour nous, c'était impensable de proposer des voyages à vélo s'il fallait que des véhicules thermiques portent les bagages. Il y avait comme un problème là. Donc là, ce partenariat, il est très fort parce qu'on partage en fait les mêmes valeurs et donc c'est intéressant pour nous d'avoir des Yuba, parce que c'est encore une fois un vélo extrêmement différenciant et qui colle vraiment au voyage itinérant. Et c'est intéressant pour Yuba d'avoir Chemin parce que on crée en fait l'expérience avec leur super vélo. Donc il y a comme ça un écosystème qui s'est créé qui est chouette. On aimerait bien d'ailleurs aussi créer un partenariat à trois, pas seulement à deux, mais peut-être avec une marque de vêtements et accessoires outdoor qui colle avec nos valeurs. Par exemple, ça pourrait être Patagonia ou Picture, qui est français en l'occurrence, ça pourrait être encore plus intéressant. Alors la prochaine question, ce sera sur comment vous voyez l'avenir du secteur du voyage dans le mix entre le marché français et étranger, puisque vous êtes sur les deux régions du monde, et ensuite si vous avez un message à faire passer aux pros du voyage. On a compris que dans un monde contraint tel qu'il est aujourd'hui, le tourisme devient par essence contraint lui aussi, comme toutes les activités économiques. Et le tourisme particulièrement, parce que quand on prend l'avion, il a un impact très important au niveau écologique et climatique. Et donc, on va évidemment, est-ce qu'on va vite ou moins vite, je ne sais pas, mais on va évidemment vers le développement d'un tourisme de plus en plus local, régional, national. Et très clairement, les voyages lointains vont devenir moins fréquents. Et donc, par essence, plus longs aussi. Et c'est tant mieux. Donc voilà, je pense que les voyageurs de gré ou de force, quelque part, vont réapprendre à ressentir le plaisir que procure le voyage de proximité. Je dis de gré ou de force parce que aujourd'hui, c'est quand même incroyable qu'on ne paye pas de taxes sur les carburants quand on prend l'avion,
alors qu'on le prend quand on prend la voiture, par exemple. Voilà. Donc ça va changer. Est-ce que c'est l'année prochaine ou dans 5 ans? On ne sait pas. Mais tout ça va changer. Donc ça veut dire que les voyages lointains vont de toute manière devenir plus chers. Donc c'est d'où le degré où de force on va vers un voyage qui va être de plus en plus local. Il faut l'anticiper. Je pense aussi qu'il faut, c'est aux pros du voyage et puis voilà, de s'emparer de ce sujet et de faire quelque part que prendre l'avion, prendre un low cost pour aller un week-end à Barcelone ou à Londres, ça devienne ringard en fait. Et si on est nombreux à dire que ça devient ringard, je pense que ça va influer sur les voyageurs qui continuent pour l'instant, pour certains d'entre eux, de prendre un low cost pour aller à Londres ou Barcelone sur 2 jours. Donc voilà, moi je pense qu'il est important de continuer de voyager loin. Ça, j'en suis persuadé. Parce que si on se rencontre plus physiquement entre cultures, on sait que ça va potentiellement au clash. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et ça peut être aller au clash, ça peut être aussi impactant que le réchauffement climatique. Pour nous tous. Donc il s'agit pas de tourner le dos au voyage lointain, mais il s'agit de proposer des alternatives locales, régionales, nationales, européennes, si c'est desservi par le train, par exemple, et de proposer de nouvelles formes de voyages lointains qui soient des voyages dont le voyageur, en fait, va rêver beaucoup plus intensément, qui sera un voyage beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus préparé, plus long, plus fléché, et qui aura donc moins d'impact sur le réchauffement climatique, et qui aura un impact aussi positif, beaucoup plus positif pour le voyageur, qui va être beaucoup plus en immersion qu'il ne l'était jusqu'auparavant, et aussi des répercussions positives pour le pays, pour les habitants du pays qui accueille, du pays lointain qui accueille, parce qu'on ne fait pas que passer, on reste, on rencontre, on achète local. Et ce qui est pas toujours le cas, loin de là aujourd'hui, voilà. Donc c'est finalement remplacer les 8 jours en Thaïlande par un voyage d'une vie. Et puis on peut avoir quelques vies et plusieurs vies d'ailleurs. Voilà en tout cas c'est comme ça que je pense. Votre vision. Que ça va se passer, mais et en tout cas si malheureusement c'était pas le cas, en tout cas c'est ce que je souhaite. Est-ce que vous aviez un dernier message à faire passer ou on termine sur ce... Le dernier message que je ferais passer en étant pro du voyage, c'est que il y a quelques années, les médias et les médias et finalement du coup les urbains aussi ont beaucoup tapé sur les agriculteurs qui ne changeaient pas assez vite leur manière de produire, c'est-à-dire d'aller vers du bio, d'aller vers du sain, etc. On leur a beaucoup tapé sur les doigts. J'ai l'impression aujourd'hui, alors ça a peut-être contribué en partie à l'évolution de l'agriculture, et si c'est donc un mal pour un bien, si c'est le cas. J'ai l'impression qu'on a tendance, là, ces derniers temps, à pas mal taper sur les doigts des tour opérateurs. Je pense qu'il faut quand même y faire attention. C'est-à-dire que on vient de vivre une situation qui est extrêmement compliquée, tour opérateur et acteurs du tourisme en général, avec la crise Covid. Et finalement, on en sort à peine, et c'est naturel de continuer de proposer des voyages, on va dire, comme avant. Parce que le coût de fabrication, il est assez peu élevé, puisque c'est des voyages qu'on a déjà produits. Et que donc beaucoup d'entrepreneurs, et c'est normal, pour eux le plus important c'est de sauver leur boîte et de réembaucher. Donc je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit, et que ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut avoir effectivement à l'esprit en tant qu'entrepreneur dans le tourisme que
qu'il y a des nouvelles demandes des voyageurs. On en a parlé là tout au long de cet entretien, qu'on a clairement, nous, un impact écologique fort, et donc il faut faire évoluer le modèle. Ça, c'est certain. Mais voilà, il faut pas oublier non plus qu'on vient de vivre un terrible épisode, en fait. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, y compris quand on est tour opérateur de voyage lointain. Je pense que Shanty Travel, mais il y en a plein d'autres, prend ce virage-là, et c'est pas facile, parce que pour nous, chemin, on vient de commencer, on est parti d'une feuille blanche il y a quelques mois. C'est facile de composer avec les nouvelles contraintes qui sont les nôtres d'un point de vue écologique, climatique, etc. C'est moins facile quand on a 17 ans d'existence comme Shanty Travel, par exemple, et qu'on a des dizaines de salariés et des milliers de partenaires. Donc le virage est beaucoup plus compliqué. Ça nous empêche pas d'inciter à prendre des vols directs, par exemple, quand c'est possible, plutôt que des vols avec escale. On connaît l'impact d'un vol direct versus un vol avec escale. Ça nous empêche pas, bien au contraire, et on incite beaucoup les voyageurs à rester plus longtemps dans le pays, à inciter de prendre le train plutôt que des vols intérieurs. C'est évident, dès lors que c'est possible, bien sûr. Mais c'est le cas, par exemple, en Inde ou au Vietnam ou en Indonésie. Et puis, c'est de faire moins de kilomètres par jour, de rester plutôt 2-3 nuits à chaque étape plutôt qu'une, quand c'est possible. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mettre en place assez rapidement. Et généralement, les voyageurs sont très réceptifs à ce type d'incitation. Mon message, c'est que les modèles de voyage, ils bougent clairement, et que c'est indispensable pour nous de répondre aux besoins clairs de frugalité heureuse, je dirais ça comme ça, dont le monde a besoin aujourd'hui, y compris dans le tourisme. Merci beaucoup pour ce magnifique message qui est hyper positif pour l'industrie, et un grand merci pour votre présence et tous les messages que vous avez passés et tous les insights que vous nous avez donnés sur les Sherlocks. Et puis on vous dit à bientôt sur les Sherlocks. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélanie. À bientôt. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr, ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks, pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre.